La Crimée sous occupation russe n'échappe pas à l'école militarisée. Dans cet établissement de la ville de Sébastopol, les enfants ont entre 7 ans et 17 ans et ils se forment déjà à devenir les futurs combattants du front. Nous avons besoin d'en apprendre davantage sur le sujet de l'entraînement. Depuis 2015, l'école a été transformée par le Kremlin et les cours de patriotisme ont été réintroduits. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur la parade militaire de mai à Moscou. Certains élèves vont d'ailleurs y participer. Et avec leurs écussons à l'image du drapeau russe, ces enfants sont instrumentalisés dès leur plus jeune âge pour participer à la vitrine patriotique de la Crimée. Ils apprennent à marcher au pas, mais aussi à être aptes à gérer toutes les situations d'urgence. Ils ont aussi une formation militaire et une formation sur l'histoire militaire de la Russie. Et ici, pas de tabou. On parle ouvertement de la guerre et des Ukrainiens. Nous avons des anciens élèves qui sont partis combattre pour l'opération spéciale. Nous sommes fiers d'eux. Ils protègent leur patrie. C'est à la cantine que nous retrouvons Daniel, 17 ans. Il quittera l'école dans à peine quelques mois pour entamer sa carrière. L'école ne veut pas que nous le filmions en train de manier sa Kalachnikov, mais cette pratique fait partie intégrante de son apprentissage. On a plusieurs choix de cours. On apprend le secourisme en mer et en montagne, mais on a aussi des cours de combat avec l'apprentissage de l'assemblage des armes automatiques comme la Kalachnikov et aussi des cours de tir sur cible. Plus de 23 milliards d'euros ont été investis en Crimée depuis son annexion. Et les constructions à l'effigie de l'histoire de la Russie fleurissent de jour en jour. Le Kremlin veut coûte que coûte s'en emparer pour effacer toute forme d'hégémonie ukrainienne. Avec la Russie, c'est devenu beaucoup mieux. Avec l'Ukraine, la Crimée était tombée dans l'oubli. Maintenant, le territoire s'embellit de jour en jour. La Crimée est russe. Mes ancêtres ont toujours été ici. L'Union soviétique a pris le relais de la Russie des tsars et la Russie a pris le relais de l'Union soviétique. C'est comme ça. Et ce message est dicté directement par les hautes sphères de la politique russe. Sergueï Askionov est un proche de Vladimir Poutine. Et quand on lui répond que la communauté internationale considère la Crimée comme ukrainienne, son discours monte d'un ton. Bien sûr que la Crimée est russe. On a le droit de faire ce qu'on veut. Chaque peuple a le droit de choisir. L'Occident fait de la politique de double standard et donc l'Occident, on s'en fout. Volodymyr Zelensky a pourtant affiché clairement son but, se baigner en Crimée d'ici la fin de la guerre. Mais pour les Russes de la péninsule, ce rêve ne doit jamais devenir réalité. Oui Margot, merci beaucoup pour votre reportage. Merci également à Anton Drobichowski et à Elena Dabak. Alors justement, Margot, comment vous avez fait pour vous rendre en Crimée? On sait que c'est très difficile, notamment pour les journalistes. Dans quelles conditions ça s'est fait tout ça? C'est surtout difficile de s'y rendre sans escorte parce que normalement, les tournages en dehors de Moscou, vous devez demander une autorisation pour sortir de Moscou en tant que journaliste international. Et à partir de ça, vous faites votre voyage et l'idée, c'est de ne pas être escorté pour avoir un tournage organisé par le pouvoir. Donc nous sommes partis de Moscou, nous avons pris le train jusqu'à Rostov-sur-le-Don, qui est à 15 heures. Et après, vous avez deux options, soit passer en voiture par les territoires occupés, c'est-à-dire le Donbass et Mariupol pour arriver vers le nord de la Crimée, ce qui est extrêmement risqué et donc c'est le choix qu'on n'a pas fait. Et sinon, l'autre option, c'est de passer par le pont de Kerch, mais désormais, il faut savoir qu'il y a souvent des alertes au-dessus du pont de Kerch et nous avons été bloqués plus de 3 heures à l'entrée du pont de Kerch pour y arriver, sachant que la route de Rostov jusqu'à Sébastopol dure également 15 heures, donc c'est un trajet d'environ 30 heures pour arriver jusqu'en Crimée, sachant qu'il n'y a pas d'avions qui peuvent venir jusqu'en Crimée à l'heure actuelle, donc on est obligé de passer par le train ou sinon de faire des petits trajets en avion sur le territoire russe, puis d'aller en voiture. Et nous avons fait le choix de faire train plus voiture, et tout ça sans escorte pour se rendre sur la péninsule. Et la péninsule, en soi, elle est sécurisée. Vous avez des personnes du FSB qui vous surveillent de loin, c'est assez clair.
Mais après, vous pouvez parler à la population. On a fait une demande également pour parler avec le chef de la Crimée que vous avez vu dans ce reportage. Donc, les équipes du Kremlin savaient que nous étions sur la péninsule de Crimée. Après, le travail de journaliste en Russie, c'est un travail d'équilibriste, c'est-à-dire de vous donner des informations, de dire les choses, mais sans critiquer ouvertement le pouvoir. Alors voilà pour le contexte, mais Margot, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous étiez sur place, justement dans cette région où on va peu? Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est les constructions à vitesse grand V. C'est quelque chose que j'ai remarqué également parce que je reviens à l'heure actuelle de Belgorod, qui est à la frontière ukrainienne. Et il y a une capacité chez les Russes de tout faire pour construire à la vitesse de l'éclair. Et à mon avis, c'est une stratégie pour que l'opinion internationale puisse dire « tout est construit maintenant, on ne peut plus revenir en arrière ». Et c'est leur manière de dire « vous voyez », et de montrer ça et d'afficher ça comme une carte postale à la communauté internationale pour montrer, vous voyez maintenant, la Crimée est belle, elle est toute reconstruite. Alors c'est des constructions en béton, il ne faut pas se leurrer, mais c'est de montrer que tout fonctionne, qu'il y a des musées qui ont été construits avec l'histoire de la Russie pour montrer à quel point la Crimée est d'origine russe, également des statues partout, des centres de loisirs. Tout est fait pour montrer la Crimée et l'afficher comme une carte postale figée dans le temps. Margot, vous avez également mentionné votre détour par Belgorod pour réaliser là aussi un tournage pour LCI et TF1. Là, qu'est-ce que vous avez vu en termes de présence? On sait que c'est une région qui a été fortement marquée justement par divers épisodes, soit de saboteurs, soit l'épisode avec Prigojine. Est-ce que la guerre reste encore fortement, imbriquée dans l'esprit des gens qui habitent cette région? Oui, Belgorod vit encore au rythme des alarmes. La veille de notre arrivée, les habitants ont également eu une alarme vers 3 heures du matin. Il faut savoir également qu'il y a eu des civils qui ont été tués à Belgorod. Après, quand on leur répond que les Ukrainiens disent « vous avez touché nos civils, donc nous aussi on a le droit de toucher vos civils », c'est un discours qu'ils ont du mal à entendre. Souvent, certains nous ont fait le parallèle avec la guerre de Tchétchénie en disant « mais voilà, les Tchétchènes ne nous ont pas frappés ». Donc c'est ce qu'ils vont répondre. C'est assez glaçant parce que quand on connaît la situation en Ukraine du point de vue occidental, c'est vrai que c'est toujours difficile, mais ça n'empêche pas de s'émouvoir des civils qui meurent également en Russie. Il y a un reportage qui va sortir bientôt, qu'on doit monter aujourd'hui, sur la situation à Belgorod, et avec 2 petites filles de 9 et 1 an qui ont perdu leur maman dans un bombardement ukrainien le 30 décembre dernier. Et forcément, nous, en tant que journalistes, on n'est ni d'un côté ni de l'autre, on est du côté des civils. Donc, c'est des histoires également qu'il faut raconter. Ça arrive, et que la guerre arrive sur le territoire russe, du côté du coup sud, à la frontière ukrainienne. Mais ce qui est encore plus frappant du côté de Belgorod, c'est que tout le monde a de la famille en Ukraine. Nous avons dû interroger une vingtaine de personnes sur le territoire de Belgorod, et tout le monde nous a dit « j'ai ma sœur qui habite à Kiev, j'ai mon oncle qui habite à Kharkiv ». Vraiment, on est le village de Chebekino, qui est juste à la frontière ukrainienne, c'est à 5 km de la frontière. Et donc vraiment, c'était comme des villes sœurs. Et tout le monde connaît quelqu'un de l'autre côté. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai entendu le plus de discours pacifistes, c'est à Belgorod.